Je suis Félix Benoît, ingénieur réseau chez Alzo, expert sur la gamme de produits HPE Aruba Networks. Aujourd'hui, je vais vous présenter les dernières évolutions qu'il y a eu en Wi-Fi. Il y a eu 2 avancées majeures. Je vais vous présenter aussi toute la gamme des points d'accès Aruba. Et je vous ferai une présentation de la solution de management qui s'appelle Aruba Central et qu'il faut maintenant privilégier dans toutes les nouvelles cotations. Il y aura dans ce webinaire un replay qui vous sera envoyé à la fin de la présentation. Et vous avez accès, alors moi je vais dérouler ma présentation, ça va durer 30-40 minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez mettre toutes les questions dans le chat et seulement à la fin de la présentation, sauf si mes collègues me coupent la parole, mais seulement à la fin, je vais prendre le temps de lire et de répondre à vos questions. Voilà le sommaire de la presse. Donc pour les avancées du Wi-Fi, je vais vous indiquer ce que c'est l'ouverture du 6 GHz, une nouvelle bande de fréquence qui vient d'être disponible. Je vais vous présenter les avantages du Wi-Fi 7, qui est la dernière norme Wi-Fi en vigueur, et dont Aruba a déjà des points d'accès qui sont compatibles. Ensuite, je vais faire un tour, ce sera un petit peu barbare, mais sur toute la gamme de points d'accès Aruba. Alors attention, cette presse, elle se focus sur Aruba Networks et pas à ne pas confondre avec Aruba Instant On, qui est un peu comme un second constructeur. C'est vraiment Aruba Instant On, une gamme pour les TPE, PME. Là, c'est plus pour les comptes plutôt moyens, voire gros, quoi. Donc, on va voir les points d'accès intérieurs, les points d'accès spécifiques à l'hôtellerie et au travail à distance, et les points d'accès extérieurs. Ensuite, je vais vous présenter les modes de fonctionnement, et en particulier la dernière version qui existe, c'est Aruba OS 10. Donc, c'est le système d'exploitation qui tourne sur les bornes, et qui est piloté exclusivement par Aruba Central. Donc on aura quelques slides et une démonstration de ce que c'est Aruba Central. Comme on a pas mal de questions de vous, les partenaires revendeurs, sur la manière d'obtenir des cotations, des devis et de comment on passe les achats, je vais vous expliquer la procédure à suivre et je vais même faire une petite démonstration sur comment on établit une cotation. Donc, concernant les évolutions du Wi-Fi, bon là, on a un bref historique. Ça a démarré il y a 25 ans. C'est passé du Wi-Fi 1 à cette année, 2024, le Wi-Fi 7. Je vous ai mis en bleu l'augmentation des débits. On a commencé à 2 voire 11 mégabits par seconde. Et puis, c'est passé à 54, 600, 7 gigabits par seconde. Désormais, 92 gigabits par seconde. Alors, attention, je pense que vous le savez bien, c'est un débit théorique. Même le meilleur point d'accès Aruba aujourd'hui fait 9 gigabits par seconde. Et c'est un débit théorique maximum qui dépend des clients sur lesquels on est attaché. Mais on voit quand même que le Wi-Fi, il monte vraiment en puissance et en capacité de bande passante et de débit. En haut du graphique, on a la série en orange, les modèles des points d'accès qui existent chez Aruba. Bon, les 3 premiers, ils sont plus à la vente, mais on a aujourd'hui au catalogue, on va les voir tout à l'heure, les séries 500, 600, 700 qui correspondent au Wi-Fi 6, 6E et 7. On a eu 2 avancées majeures, une avec le Wi-Fi 6E, qui est l'ouverture de la bande du 6 GHz. Alors, c'est quoi le 6 GHz? Quand on a commencé en Wi-Fi, au début, on n'avait que le 2 Go4, on avait 3 canaux de 20 MHz. Donc, les canaux de 20 MHz, c'est des petits canaux avec des petits débits. Et on pouvait mettre que 3 bornes qui tournaient sans se recouvrir. Donc, dès qu'on mettait 4, 5, 6 bornes, il y avait dessus du chevauchement et de la perte de perf. Donc, on a eu ensuite le 5 GHz qui est arrivé. On avait 25 canaux. On a pu du coup faire des plus gros canaux, même si on avait moins disponibles. On pouvait mettre quand même 12 bornes qui se chevauchaient pas et qui avaient plutôt pas mal de débit. Mais au fur et à mesure des années, le Wi-Fi permettant de connecter tout type d'équipement mobile, il a pris en ampleur dans les entreprises. Il connecte tout ce qui est IoT, par exemple, tout ce qui est outillage, PC d'entreprise. On a vraiment tout. On a maintenant des entreprises qui sont entièrement connectées en Wi-Fi, où il n'y a même plus de câble réseau, à part pour les points d'accès. Et du coup, cette demande d'accueil de nombreux clients et de bandes passantes fait que le 5 GHz, il arrive aussi à saturation par moment. Donc, on a le 6 GHz qui a été ouvert en 2021. Il est disponible en France. Alors, la bande, elle est 2 fois plus grande que le 5 GHz. Donc, on a vraiment 2 fois plus de capacité en termes de débit. Attention, en France, on a le droit qu'à la moitié inférieure de la bande, aujourd'hui. Donc pour l'instant, c'est l'équivalent d'un deuxième 5 GHz en termes de capacité. Et on n'a pas le droit de l'utiliser en environnement extérieur. C'est pour ça que on avait, alors c'était vrai, il y a un mois, on n'avait même pas de point d'accès externe en 6 GHz chez Aruba. Maintenant, il y en a. On a un modèle qui existe, mais on n'a pas le droit de le faire tourner sur
en extérieur. Voilà, ça va être un point d'accès externe, donc solidifié, mais qu'il faut mettre en environnement interne. On attend des réglementations qui vont tomber de l'Union européenne en 2025-2026 pour avoir accès à l'intégralité de la bande et à son utilisation en environnement extérieur. Donc le 6 GHz, vraiment, il faut partir dessus maintenant pour tous les nouveaux déploiements, puisque les clients Wi-Fi qui arrivent sur le marché sont aussi compatibles là-dessus. Attention, je l'ai noté, c'est WPA3 uniquement, donc c'est un nouveau mode de chiffrement qui est dispo déjà depuis Wi-Fi 5, mais le Wi-Fi 6 et 7 impose qu'en 6 GHz, on n'ait que ce mode de chiffrement. Donc il faut, si vous avez des clients qui sont en WPA2, il faut tout rebasculer en WPA3. Voilà pour le 6 GHz. Pour les avancées du Wi-Fi 7, il y en a pas mal des optimisations, comme à chaque palier de Wi-Fi. Là, j'en ai mis que 4. Le but, c'est pas de tout détailler, de toute façon, et puis c'est hyper technique. Mais globalement, la première avancée, c'est quand on a un gros 6 GHz de disponible, on peut faire des gros canaux de 320 MHz. Alors, c'est bien parce qu'on a plus de débit, mais en réalité, en fait, on n'a que 3 canaux disponibles, donc on peut allumer que 3 points d'accès qui se recouvrent pas, et du coup, en entreprise, on n'utilise pas. Donc, c'est une bonne avancée, mais qui est vraiment limitée et très peu utilisée. On a une nouvelle modulation FDM. Donc, le FDM, c'est ce qui est modulation des fréquences, c'est des porteuses radio. C'est ce qui fait le débit. En fait, il y a une nouvelle modulation qui amène 20% de débit en plus, juste comme ça, cadeau, quoi. Par contre, pour faire cette modulation, il faut de très bonne qualité radio et ça impose souvent d'être très proche des bornes. Je pense que le rayon d'ouverture, c'est peut-être 3, 4, 5 mètres de distance de la borne. Voilà. Donc, il faut, globalement, pour avoir les débits du Wi-Fi 7, il faut une très grosse densification des points d'accès. On a une évolution sympa, c'est le spectrum puncturing. Ça, c'est ce qui permet, en cas d'interférence, plutôt que de perdre toute la partie du canal supérieur à l'interférence, avant, par exemple sur un canal de 80, si on avait une interférence au bout de 20 MHz, on pouvait utiliser que les 20 premiers, les 60 étaient perdus. On perdait 3/4 du débit. Désormais, on va perdre que le deuxième canal intermédiaire et on va conserver les 3 d'à côté. Voilà. Donc cette techno permet en cas d'interférence de conserver quasiment tout le débit disponible et de juste perdre les sous-porteuses affectées, quoi, les quelques petits mégahertz affectés par l'interférence. MLO, ça veut dire Multiple Link Opération, ça permet aux clients Wi-Fi de s'associer aux bornes, non pas que sur une bande de fréquence, mais sur plusieurs, peut-être en 2/4, en 5 et en 6. Alors s'il a une radio, il pourra switcher de bande de fréquence à la volée, en prenant la bande de fréquence qui est la plus optimisée, la plus propre au moment d'émettre ou de recevoir des paquets. Et s'il a plusieurs radios, voilà, s'il a 2 radios, il pourra émettre et recevoir des données à la fois sur 2 bandes de fréquence, du 5 et du 6 par exemple, et recevoir aussi en simultané. Donc là, on augmente grandement les débits. C'est comme si on avait un client, c'est comme si les 2 cartes Wi-Fi s'associaient à 2 bornes Wi-Fi, en fait. Donc on peut doubler les débits comme ça. Bon, le désavantage, c'est que c'est très gourmand en énergie. Donc globalement, pour les smartphones, je pense pas que ça arrivera. Et on a encore aujourd'hui très peu de clients, même indiqués Wi-Fi 7, qui sont compatibles avec plusieurs radios. Donc ils peuvent vraiment profiter de cette avancée. Voilà pour le Wi-Fi 7, donc un palier majeur pour le Wi-Fi. Maintenant, je passe à la présentation des points d'accès. On a 3 gammes. Je commence par la gamme des points d'accès internes. Donc ça, c'est ce qu'on voit en entreprise, enfin dans tous les environnements. Ce sont des points d'accès, j'ai mis les photos en bas qui correspondent aux séries 500, 600 et 700. Globalement, c'est le même design. Ils ont changé un petit peu la finition. Mais c'est ce qui se positionne en faux plafond et qui rayonne de manière omnidirectionnelle tout autour d'elle. Voilà. Donc là, on a à chaque fois, ouais, c'est le même design à mettre en faux plaf. Si c'est mis on peut le mettre en mural, mais le rayonnement n'est pas adapté. Chacun de ces points d'accès existe en 2 versions. Soit ça se termine par 4, par exemple la 510, elle peut être déclinée en 514 ou 515, et chacun des modèles c'est pareil. 610, ce sera 614 ou 615. Quand ça se termine par un 4, c'est qu'on a des connecteurs et il faut du coup ajouter des antennes à commander en plus. Soit ça se termine par un 5 et l'antenne omnidirectionnelle est intégrée à l'intérieur. Bon, dans le tableau un petit peu barbare, ça permet juste de voir pourquoi un modèle est plus cher qu'un autre. En fait, ça dépend surtout du nombre d'antennes qu'il a à l'intérieur.
donc ses capacités à faire du multiple user input et output. Plus il y a d'antennes, plus on a de flux simultanés, plus il y a de débit. Il y a le débit cumulé maximum théorique de la borne qui est indiqué. Alors on peut voir par exemple que la 500, c'est celle qu'on distribue globalement, qui a un très bon rapport qualité-prix, enfin performance-prix. Elle peut faire 1 giga 4 et du coup elle a un port Ethernet d'1 giga, parce que ça suffit. Pour tous les autres points d'accès, 510, 530, 610, 630, les bornes peuvent faire plus de 2 gigabits par seconde en radio. Et du coup, pour pas être limité par le filaire, Aruba a prévu des ports Ethernet capables de faire, suivant les modèles, ça va être 2.5 gigabits par seconde, 5 gigabits par seconde par exemple pour la 630. On voit que le modèle Wi-Fi 7, le plus haut de gamme, le 750, il peut faire 9 gigas en radio, et du coup Aruba a prévu 2 ports 10 gigas en Ethernet. Donc c'est ça qui fait que la borne est plus lourde. J'ai mis aussi le poids, ça permet juste d'avoir un comparo quand même à la taille du produit. Le produit plus bas de gamme, il fait 250 grammes, ça tient dans la paume de la main. Le modèle 650, il fait 1,8 kg, quoi, presque 2 kg. Donc on voit qu'aussi à position, il faut prendre ça en considération. Par exemple, si vous avez un site historique et que faire de l'accueil grand public, pour la haute densité, on met la 650 ou la 750, mais finalement peut-être que ce sera pas adapté parce que le point d'accès il est trop gros et il peut pas être caché, quoi. Voilà, donc c'est autre chose à prendre en considération. On a les puissances PoE. En fait, j'ai noté donc les vitesses Ethernet qui sont intéressantes et les puissances PoE. Plus la borne est performante, plus elle demande de la puissance Power over Ethernet. Il y a des modèles qui montent jusqu'à, quand vous voyez écrit BT6, ça veut dire 60 watts maximum. Donc si vous voulez faire tourner la 650 ou la 750, il faut des switches qui ont des ports 5 gigas ou 10 gigas avec du 60 watts. Donc il faut dimensionner le réseau aussi en fonction des bornes qu'on choisit. Donc on peut proposer des bornes haut de gamme, mais ça sert à rien si derrière on a des ports qui sont limités au watts ou au gigabit par seconde. Voilà. Donc faites attention à ça, quoi. Faut vraiment dimensionner le réseau filaire pour avoir un Wi-Fi de qualité. Voilà pour les points d'accès intérieur. Ouais, ils sont tous équipés sauf l'entrée de gamme 503, à part celui-là, ils ont tous de l'USB, du Bluetooth Low Energy et du Zigbee. Ça, c'est propre à tout ce qui est IoT. Donc, Aruba a le matériel pour accueillir l'IoT, a le software pour accueillir l'IoT. Donc, ça passe par les bornes et c'est pratique. MagSec, je l'ai mis en jaune pour qu'il soit bien visible. C'est une nouvelle norme. Enfin, non, la norme n'est pas nouvelle, mais en tout cas, c'est compatible sur la série 700 uniquement. MagSec, ça permet d'authentifier les équipements réseau entre eux, un switch à un autre switch, un switch à une borne Wi-Fi, ou un switch à un client. Il s'authentifie et il chiffre les échanges de communication. Ça évite un pirate qui est, par exemple, se met au milieu d'une fibre optique ou d'un câble cuivre, de récupérer le trafic du réseau. Tout ce qu'il peut récupérer, c'est du trafic chiffré. Et quand on va connecter un switch à un autre switch, en fait, il y a une authentification mutuelle qui se fait. Donc, on peut pas mettre de switch pirate sur un réseau, quoi. La série 700, elle est requise pour les environnements ultra sécurisés qui demandent MagSec. Par exemple, pour, je sais pas, de l'industriel où il y a du secret à avoir, des milieux militaires ou des trucs comme ça, quoi. Donc ça, c'était les AP internes. Donc, grosse gamme. Pour les AP dites d'hôtellerie et de télétravail, globalement, les deux font la même chose. L'idée, c'est d'avoir des ports Ethernet secondaires sur lesquels on va pouvoir connecter d'autres équipements. On pourra connecter, je sais pas moi, des PC en filaire, des imprimantes, des caméras ou des télévisions IP, par exemple. Les versions H pour hôtellerie, ça veut dire qu'en fait, ce sont des bandes qu'on va souvent encastrer dans les murs. On va récupérer le câble réseau par l'arrière et on pourra connecter, par exemple, la télévision IP de la chambre directement sur un port secondaire. Voilà. Ou, je sais pas, un capteur, un autre outil qui, lui, sera aussi authentifié par la bande Wi-Fi et géré par toute l'infra Aruba derrière. Les versions R remote, faut plus voir ça comme des box. C'est posé à plat sur un bureau ou par terre, c'est comme une Freebox Livebox, quoi. Mais c'est le même OS, ça a les mêmes fonctions, c'est juste le design physique qui change. Et là, la capacité d'accueil en termes de nombre de ports Ethernet à l'arrière.
Là non plus, comme les AP internes, on n'a pas de kit de montage qui est fourni, il faut penser à prendre en plus pour les versions H. Voilà. Ça va dépendre si l'AP elle est posée sur un bureau ou si elle est encastrée dans un mur. Concernant les points d'accès externes, alors, je ne l'ai pas dit, vous avez, sur ce schéma-là, il n'y a pas de Wi-Fi 7 de disponible encore. Le Wi-Fi 7, dès qu'il y a une nouvelle norme qui arrive, de toute façon, Aruba met un certain temps à décliner ses modèles de points d'accès. Quand on a AP interne, on a la 730, 750, on n'a pas encore de 700 tout court ou de 710, on n'a que les hauts de gamme. Pour Autorité Télétravail, il n'y a pas de Wi-Fi 7. Et pour les AP externes, c'est pareil, toujours pas de Wi-Fi 7. Donc là, on attend. En AP externe, globalement, c'est comme les AP internes. Soit ça se termine par 4 la déclinaison, soit par 5. Donc c'est avec connecteur, donc sans antenne et avec connecteur d'antenne. Soit ça se termine par 5. On a des antennes omnidirectionnelles qui sont installées à l'intérieur. Soit ça se termine par un 7, par exemple 567, 577, 587, 177. Là, vous avez une antenne sectorielle qui permet de mieux viser la zone à couvrir. Et on a même dans la série 670, la 679 qui existe en version 30 degrés. Là, les kits de montage, ils sont à prendre pour des fixations murales, coin de mur, poteaux, inclinaison horizontale et ou verticale. Il y a différentes performances qui existent, donc différents ports Ethernet encore, différentes alimentations PoE nécessaires et différents prix. Notez que seule la 580 est équipée d'un port SFP+, donc elle peut être alimentée juste en PoE, elle récupère pas de réseau via le PoE. Pardon. Mais elle sera juste alimentée en PoE, excusez-moi, et par contre elle va rejoindre le réseau via une fibre optique en 10 gigabits par seconde, multimode, monomode, en fonction du module SFP qu'on lui met dedans. Et elle peut alimenter en plus une caméra, par exemple une caméra IP en PoE. Donc c'est elle-même qui fait source PoE pour un équipement qui est à côté. Les versions EX sont destinées pour les zones industrielles au niveau danger environnemental, par exemple les zones pétrolières. Voilà, ça va garantir que c'est pas le EX, ça veut dire que la borne est conforme ATEX ASLOC et que c'est pas elle-même qui va déclencher un incendie à cause de trop de rayonnement électromagnétique ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on a vu les 3 types de bornes qui existent, à chaque fois plein de déclinaisons possibles. Maintenant, je vais vous aborder les modes de configuration. Donc il y a 3 possibilités chez Aruba. Chacun des modèles qu'on a vus, à part la série 700 qui est particulier, mais existe dans ces 3 modes de configuration. Il y a soit la version historique, où on a besoin d'un contrôleur Wi-Fi. Quand on démarre la borne, elle ne sait rien faire, et il nous faut un contrôleur Wi-Fi. Et qu'on ait une borne ou 10 000 bornes, globalement, on gère tout ça sur le contrôleur, donc c'est aussi facile d'intégrer. C'est comme ça qu'arrivait Aruba sur le marché il y a, je sais pas, plus de 15 ans, 18 ans peut-être. C'est comme ça qu'ils se sont fait une bonne place. La limitation, c'est quoi? Ça dépend du contrôleur qui gère les bornes. Donc on a des contrôleurs à 32 bornes max, d'autres à 2000. Et au total, quand on a plusieurs contrôleurs, on peut monter à 10 000 bornes. Tous pilotés par un Mobility Conductor, c'est un contrôleur de contrôleur. Donc ça, c'est idéal pour les gros campus. J'ai mis en exemple des stades, des universités, des centres hospitaliers. Donc ça existe encore. Pour les sites plus petits, on a la version Aruba Instant qui existe depuis 10 ans à peu près, qui a le mérite de ne pas avoir besoin de contrôleur. Donc on n'a pas de single point of failure, on n'a pas besoin de redondance de contrôleur, on n'a pas besoin de licence sur les contrôleurs, juste la borne elle-même. Elle est la seule limitation, donc on a des fonctions en moins, mais clairement elle répond quand même à 95% des usages. On a une limitation principale, c'est 128 bornes par VLAN et donc globalement par site. Donc c'est idéal pour gérer des entreprises en multisite, des entrepôts, des magasins, des bureaux étendus, enfin des bureaux éparpillés. Et ces 2 solutions peuvent être pilotées supervisées par Airwave, qui est une solution de management dite on-premise, c'est-à-dire que c'est une machine virtuelle qui tourne dans une salle serveur ou un data center, qui fait de la supervision, la configuration, qui remonte plein d'informations, qui est multi-vendor, donc on peut intégrer des switches d'autres constructeurs, du Wi-Fi d'autres constructeurs. Et si ça tombe en panne, c'est pas grave, c'est que de la supervision. Aruba Instant,
et seulement lui, pas la version contrôleur, peut être aussi piloté par Aruba Central. Aruba Central gère les Aruba Instant et une nouvelle version. Donc là, c'est le gros du sujet, c'est l'Aruba OS 10. Aruba est en train de basculer les anciennes versions contrôleur et instant en version 8 vers Aruba OS 10. Où là, il y a un changement de paradigme. L'idée, c'est d'enlever l'intelligence des équipements qui tournent sur les équipements et de le faire traiter par une plateforme cloud qui s'appelle Aruba Central, qui lui fait du coup la configuration, la supervision, mais aussi le plan de contrôle. Donc l'intelligence, c'est le choix de quel client doit être connecté sur quelle borne doit émettre à quelle puissance, l'échange des clés de roaming, voilà, tout ce qui est vraiment intelligence des points d'accès, c'est dans Central. Donc avec Aruba OS 10, il faut obligatoirement Central. Le point d'accès, l'équipement ne peut pas fonctionner sans licence Aruba Central. S'il y a une panne Internet, que la communication avec Central est perdue, l'équipement fonctionne encore, mais en mode dégradé. Il va perdre un peu en fonctionnalité. Voilà. Mais globalement, il faut les licences quand même pour que ça fonctionne. Là, en termes de limitation, il n'y en a quasiment plus. C'est-à-dire que Aruba nous dit dans ses bonnes pratiques qu'on peut avoir jusqu'à 500 bornes dans un domaine radio, un domaine de couverture où le client peut roamer sans coupure, peut passer d'un point d'accès à un autre sans coupure. Et si on veut aller au-delà de 500 points d'accès par domaine de roaming, il suffit de rajouter ce qu'ils appellent des gateways. C'est le même matériel que les contrôleurs Wi-Fi, mais avec un OS différent. Ces gateways ne vont pas gérer les bornes, elles vont juste capter les flux des clients, appliquer des règles de pare-feu, des optimisations sur les flux et tout ça. Et grâce à ça, on peut passer à 10 000 bornes par site. Et on n'a pas de limite de site, et donc on n'a pas de limite de points d'accès dans Aruba Central. Vous pouvez avoir un client qui a son instance Aruba Central avec 50 sites et 100 000 bornes, 200 000 bornes. Donc Aruba pousse tout le monde là-dessus. Aruba OS 10, c'est là qu'ils ont leur vie, j'ai indiqué vision long terme. Ça va durer des années, des dizaines d'années. C'est là qu'ils mettent les meilleures fonctions, les meilleures optimisations. Et pour vous montrer qu'il faut basculer sur Aruba OS 10, Aruba a décidé de ne pas supporter le Wi-Fi 7 sur les versions 8. Donc il y aura quand même une nouvelle version qui sortira en 2025, des contrôleurs, des instants, et ça supportera toujours pas le Wi-Fi 7. Et probablement que cette dernière version qui sortira en 2025 sera supportée, normalement c'est 5 ans, le délai de support 5 à 8 ans, donc 2030-2033. Donc globalement, pour tous les nouveaux déploiements, maintenant quand on peut le faire, quand le client accepte du management cloud, c'est Aruba OS 10. Je ne l'ai pas mis sur la slide pour pas embrouiller. Globalement, il y a aussi Aruba Central On-Premise qui existe. Donc si le client veut du central Aruba OS 10, mais qui est contre le cloud, il veut avoir ses données en interne chez lui dans un data center français, on peut lui mettre des serveurs Aruba Central. C'est juste que pour que ça fonctionne, il en faut au moins 5, je crois, pour les fonctions de base. Chaque serveur coûte peut-être 50 000 €. Et pour avoir toutes les fonctions, il en faut 8. Et voilà. Donc il y a 1 à 2 ans de retard par rapport à la version cloud en termes de développement. Donc c'est un sujet à part entière pour les très grandes entreprises. Et voilà, je voulais juste dire quelques mots, mais c'est tout. Voilà pour. Donc il y a différentes versions. C'est quand même toujours le même matériel. Quand on achète la borne, on achète un matériel et on choisit après, lors du déploiement, de le configurer en AOS 10, AOS 8 contrôleur, AOS 8 instant ou AOS 10. Voilà. Dans les cotations, il n'y a pas de distinction. Aruba Central, qu'est-ce que ça fait? C'est de la plateforme cloud en ligne qui se gère exclusivement en interface web et qui gère tous les équipements réseau d'Aruba. Les points d'accès, les commutateurs. Il y a 2 gammes de commutateurs, ça prend en charge les 2 gammes de commutateurs, l'ancienne ProCurve et les nouveaux CX. Les passerelles, dites Wi-Fi, qu'on a vu à l'instant, qui centralisent les flux des bornes AOS 10. Pas les contrôleurs Wi-Fi, vraiment les passerelles Wi-Fi. Et les passerelles SD branch qui, elles, font du SD-WAN, de l'optimisation de routage sur les réseaux MPLS, Internet, 4G. Ça permet d'avoir une configuration unifiée, un point unique de config pour les bornes, les switches. On peut configurer les bornes souvent en interface web. Les switches, soit on peut les configurer en web, soit avec des templates pour avoir des configurations avancées. Parce qu'en web, on n'a pas toutes les options, toute la finesse de toutes les capacités du switch. On a une visibilité très avancée.
Donc, j'ai noté par exemple UCC, c'est qualité des appels téléphoniques, donc tout ce qui est Teams, Wi-Fi calling et tous les protocoles de téléphonie qui peuvent passer en Wi-Fi. APPRF, et là, c'est ce qui est remonté par les switches CX et les bornes Wi-Fi, sont les applications détectées qui remontent dans Central. Donc, on est capable de savoir sur quel switch, quelle borne, quel client consomme quelle application, du YouTube, du Amazon, du Facebook. Visual RF, c'est la cartographie. Donc, la couverture radio des plans d'étage, l'emplacement des bornes, la triangularisation des clients Wi-Fi. Et les télémétries, évidemment, c'est tout ce que ça peut remonter sur le réseau, l'état des ports Ethernet, les erreurs CRC, l'état des canaux radio, des qualités radio des clients, etc. Il y a toutes les infos qui peuvent remonter d'un parc réseau, quoi. Il y a des outils de résolution des problèmes. Évidemment, ça peut envoyer des alertes, des emails, des rapports. J'ai mis AI, Insight, Ops et Assist. Vous verrez, je vais vous faire une démo tout à l'heure. Ça indique quels sont les problèmes, comment y remédier, et éventuellement, il y a des opérations qui peuvent être réalisées automatiquement pour corriger les problèmes tout seul. Il y a un serveur d'authentification qui est intégré à Central. Alors, il pourra jamais, faut pas dire jamais, mais pour l'instant, il ne peut pas remplacer le serveur Radius ClearPass, mais pour des petits besoins ou certains besoins, il peut le remplacer. Ouais. On peut identifier les clients par multiple pre-shared key. Chaque client a sa clé unique d'accès au réseau, par adresse MAC, et c'est pas une simple authentification par MAC, c'est une authentification vraiment avec identification du terminal. On va être capable de savoir que c'est une imprimante Canon et donc de la mettre dans un bon VLAN, ou une caméra vidéo du constructeur Axis et donc de le mettre dans un bon VLAN avec des bons droits d'accès. On a du onboarding, ça c'est une sorte de biode, on amène sur smartphone, on s'authentifie sur Google Workspace ou Azure Active Directory. Et ça configure le téléphone avec le profil Wi-Fi et un certificat unique qui identifie le terminal comme valide dans l'entreprise. Et enfin, il y a une solution de portail captif pour gérer les invités, donc tout ce qui est accès grand public. La plateforme est interconnectée avec d'autres équipements existants d'Aruba. Il y a User Experience Insight, il y a ClearPass Device Insight, et on peut s'intégrer avec des outils tiers via des API ou des webhooks. Donc, c'est vrai que la plateforme, elle est intégralement disponible en API, interrogeable en API, que ce soit pour ajouter un numéro de série, réaliser une configuration, obtenir une information. Voilà. Pour les opérateurs, c'est pratique d'avoir leur outil de gestion qui s'interface avec celui-là. Voilà pour Central. Donc, ça, c'est du software as a service, c'est-à-dire qu'il faut payer pour que ça marche, et quand on arrête, ça marche plus. En gros, on achète les licences pour des durées valides de 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Il faut une licence par équipement. Pour les points d'accès, il y a deux types qui existent, Foundation et Advanced. On va voir dans la slide suivante la différence entre les deux. Pour les commutateurs et les passerelles Wi-Fi, on a encore d'autres types de licences. Ça reste Foundation et Advanced, mais il y a Foundation Base, Foundation, Advanced Secu, et bon, il y a un mix, et puis qui dépend aussi de la taille de l'équipement, puisqu'on n'a pas, la licence coûte pas le même prix pour un 8 ports que pour un 8 ports d'accès gigabit que pour un switch d'accès data center avec du 40 gigabits, par exemple. Voilà, pour le détail des licences, globalement, dans le doute, il faut coter la licence Foundation. Elle répond à la majorité des besoins. Tout ce que va rajouter la licence avancée, c'est la détection de trop de couverture et leur optimisation par l'augmentation des puissances des bornes. Et ça va rajouter les fonctions. Alors, UCC, c'est détection des appels voix sur IP et priorisation des appels voix sur IP et visualisation des appels. Si vous voulez faire ça, prioriser la téléphonie IP en Wi-Fi, il faut la fonction avancée. Le multizoning, c'est une topologie réseau particulière qu'on voit très peu, mais qui permet d'avoir plusieurs SSID dont les flux sont renvoyés vers des contrôleurs différents, enfin des passerelles différentes, par exemple en DMZ ou chez d'autres clients. Donc c'est particulier et c'est disponible qu'avec la version avancée. Streaming API, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ce sont des API temps réel générés par Central qui se connectent du coup à d'autres applications, mais j'en suis pas sûr. Donc je vais pas dire grand chose là-dessus.
Si vous voulez un détail de chacune des fonctions, il suffit de taper sur Google @central licensing guide. Il y a un onglet feature, donc fonction, et il y a le détail par équipement, par type de licence de ce que ça fait, ce que ça fait pas. Maintenant qu'on a vu quel modèle choisir, en fonction des performances et des switches sur lesquels on se connecte, il faut des kits de montage, il faut des licences Aruba, il faut obtenir un devis et passer commande. Alors, pour moi, ça se fait en 2 temps. Il faut d'abord réaliser la liste des courses. Donc là, ça peut être fait de 3 manières. Soit en ligne avec un outil qui est disponible en accès public, et je vais vous le montrer, soit avec un logiciel qui demande un compte partenaire HPE, et qui est la même chose que l'outil en ligne, mais un peu plus avancé. Et d'ailleurs, un fichier généré par l'un peut être ouvert par l'autre et vice-versa. Et dans le doute, évidemment, nous, chez Alzo, on a une équipe d'avant-vente. On est disponible pour vous aider, pour répondre à vos questions, vous aider dans vos projets et établir les bill of material avec vous ou à votre place. Ensuite, pour obtenir un prix et passer commande, alors là, c'est peut-être plus mon collègue Yannick qui répondra à vos questions, mais moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 2 solutions. Soit vous êtes partenaire HPE, et nous, finalement, Alzo, on ne peut pas faire grand-chose. C'est vraiment aux partenaires d'utiliser l'outil de cotation qui s'appelle Quoting dans le portail Partner Ready d'HPE. Là-dedans, on va mettre la liste des courses qui a été faite à l'instant, indiquer le client final, indiquer la raison du projet, à peu près le budget du projet, le distributeur préféré, et c'est HP qui va, en fonction du statut de partenariat, business, Silver, Gold, Platinum, indiquer un niveau de remise. Si vous n'êtes pas partenaire HPE, vous pouvez devenir partenaire avec notre soutien, ça dure à peu près 2 semaines. Vous aurez par défaut un niveau business qui vous donne accès déjà à des remises de base. Et si vous voulez pas devenir partenaire, on a un site web, Alzo Webshop, où il y a la liste des produits qu'on revend directement, avec un prix, avec des remises de base, et il y a la disponibilité de nos équipements en stock. Voilà. Donc là, en démo, je vais vous présenter comment on fait une liste de courses, parce que c'est vraiment pas compliqué, et ce que c'est Aruba Central. Donc pour la liste de courses, là, je quitte le mode de présentation. Un diaporama. Il faut taper simplement sur Google HPE Online Network Configurator, HPE Network Online Configurator, et ouvrir le premier lien en mode Internet Explorer. Une spécificité, c'est compatible qu'avec IE qui a été décommissionné. Là, ici, on spécifie la liste de prix, France, et on a accès à toute la liste des produits. Donc là, on va prendre par exemple point d'accès, intérieur, 630. On a la description du produit. On a aussi un rappel là, de ce que fait la borne, de ce qu'elle requiert en puissance PoE, par exemple. On choisit le modèle, Rest of the World pour l'Europe, 635 avec antenne intégrée, Intel Rated Antenna, les kits de montage. Donc, dans le doute, si on ne connaît pas la largeur des faux plafonds ou le type d'installation murale, kit universel. On choisit la quantité, 15. Et on peut mettre produit relatif à Aruba Central Cloud. Le produit a été ajouté. On reste sur du cloud. On prend la licence de base. La durée, par exemple, 3 ans. Et on coche l'option ajouter automatiquement le nombre nécessaire de licences en fonction du nombre d'équipements ajoutés à la borne. Donc si je coche, il va me mettre 15 AP Foundation 3 ans. Là, je peux sauvegarder le projet. Je vais l'appeler BOM HPE. Je peux l'exporter. BOM HPE. Et moi, si vous pouvez m'envoyer ce fichier aux avant-ventes Alzo, à ceux d'Aruba, et nous, on peut le réouvrir soit avec le même outil, soit avec le logiciel Iris.
qui est la même chose, en fait. La même chose, mais avec plus d'options. On peut faire des diagrammes, on peut faire du design, on a vraiment accès à beaucoup plus de choses. Et on peut le remodifier et le vous renvoyer. La liste des courses, elle ressemble à ça. Voilà. On a les références d'achat, la description, le prix unitaire, les quantités, le prix total, prix public pour l'instant, donc c'est non remisé. Et avec cette liste de courses, ensuite vous allez sur le partenaire, le portail Partner HPE Ready, vous indiquez votre deal, vous mettez la liste des courses, HP, c'est HP qui décide du prix et des remises. Mais là, pour d'autres questions, c'est plus mon collègue Yanni qui pourra, ou vos commerciaux réseau qui pourront vous y répondre, puisque moi, je suis plutôt qu'à la technique. Concernant la démo Aruba Central, si vous êtes partenaire HPE déjà, c'est très simple. Il suffit d'aller sur Arubapedia for Partner, donc AFP Aruba Networks. Donc vous pouvez faire la démo pour vous-même et pour vos clients. Vous tapez Central Démo. Il y a ici des explications sur le centre de démo d'Aruba. Ils ont des démos pour plein de leurs produits. Ici, il y a Aruba Central Live. Il nous indique qu'il faut créer un compte à la demande. Donc, on va le faire. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, c'est ici. If you don't have one, please sign up. Sur ce centre de démo, on sélectionne démo centrale. Là, on crée un compte. Bon, je peux le faire à la volée. Création de compte. Félix Benoît. On passe. Et maintenant, il faut se connecter à GreenLake. Je le fais en navigation privée pour être connecté avec un compte à la demande et pas mon compte partenaire. Signer plus SSO. Je vais utiliser le compte généré. Aruba Central Live Demo. Donc là, on est dans le portail GreenLake qui centralise pour un client ou un partenaire tous ces équipements achetés chez HP. Les serveurs, les baies de stockage, les équipements réseau et je sais quel autre service. Donc ici, si je vais dans Device Inventory, on aura accès à la liste des équipements intégrés. Là, dans la plateforme de démo, il y en a 651. On voit qu'on a des passerelles, on a des commutateurs, on a des points d'accès. On a la liste des licences qui ont été achetées. Là, pour les bornes, on a la licence Advanced. Il y en a 50 au total, 18 de dispo. Et le mapping des équipements aux licences qui est fait de manière automatique. Access Point Auto Reassign Active. Auto-subscribe active. C'est-à-dire que dès qu'un point d'accès monte, il prend une licence. Il tombe en panne, enfin il n'est plus monté, ou il est supprimé, et il libère la licence. Je vais pouvoir aller sur la plateforme centrale. Donc là, avec ce compte de démo, on a accès à deux versions d'Aruba Central. La version actuellement en prod en France, qui est le design que vous connaissez peut-être déjà, et la nouvelle génération qui va arriver, qui s'appelle Next Generation, ouais, je sais, quelque chose comme ça, Next Generation Central, ou New Central. Donc pour déjà une présentation de la version actuelle, on a les équipements qui sont positionnés dans des groupes. Donc les groupes poussent la configuration de l'équipement. Par exemple, si je prends Branch Office, que je vais sur équipement, je sélectionne Access Point, configuration.
Bon, moi, je suis en lecture seule, je pourrais pas faire de config, mais je peux voir déjà comment est configurée la solution. Si je prends le SSID Anycorp mis à 1x, voilà, ça c'est le nom du SSID. On a l'authentification, c'est entreprise, donc c'est 801x. C'est en mode tunnel, ça c'est balancé une gateway, bon, ouais, etc. On a ici tous les paramètres propres au point d'accès. Les paramètres radio, radiofréquence, système, les services, la sécurité, les droits d'accès. Bon. On a donc ces groupes de configuration. Ensuite, on a les sites. Les sites, c'est plus pour avoir une visualisation plus facile. On peut avoir, je sais pas, peut-être 20, 40 sites qui sont identiques, qui ont la même configuration, mais si on veut voir vraiment l'état d'un site en particulier, on va pouvoir le sélectionner. Et là, on aura accès aux équipements que de ce site. Donc, on n'aura pas de configuration pour ce site, mais on aura en tout cas le listing des bornes qui y sont associées. Si on clique sur, je sais pas, une borne, on va avoir tous les renseignements qui sont nécessaires à une bonne supervision. Voilà. Le 2 GHz c'est désactivé, le 5 GHz c'est actif. On va avoir les performances des canaux, performance 5 GHz, donc on a les stats, on peut remonter jusqu'à 3 mois. Voilà, si je mets une semaine, voilà, on a le graphe qui se met à jour sur une semaine d'utilisation, les bruits de fond, s'il y a des trames répétées, la qualité des canaux, les clients qui sont actuellement connectés sur cette borne. Si je clique sur le client, on aura évidemment le même genre d'informations. Qui c'est, quelle MAC adresse, quel type de device, quelle capacité Wi-Fi il sait faire. Donc là, c'est un computer Windows de la marque avec un chipset TP-Link. Et on va avoir l'historique aussi des performances, voilà, throughput, donc c'est débit utilisé, qualité radio, les applications qu'il a utilisées. Donc là, on peut voir qu'il fait du Facebook, qu'il fait du Bing, Instagram, etc. Sur un site, on aura quoi d'autre? Bon, on a les devices, on a les clients. Je vais pas aborder la partie switch, de toute façon, il y a beaucoup à voir, et le but, c'est de juste vous présenter la plateforme. On a la topologie qui peut être bien aussi. Topologie, je vais le voir. Overview, topologie. Donc là, on a la topologie du réseau, avec les switches, les interconnexions des switches, les bornes, les plans d'étage avec la couverture radio, la triangularisation des clients Wi-Fi. Voilà. Et on a, bon ici évidemment il y a des outils pour le troubleshoot, pour la mise à jour automatique des points d'accès. Et on a une nouvelle version qui va arriver je sais pas quand, peut-être comme cadeau de Noël, je sais pas. Là le design a été revu, il contient pas encore tout en termes de configuration, mais il est quand même sympa à utiliser. Par exemple si je clique sur un site, on voit que tout est beaucoup plus cliquable. Sur un site, je peux aller voir l'état du réseau. J'aurai la liste des équipements. J'ai la liste des clients. J'ai les alertes correspondant à un site. Si je vais sur un client, je vais pouvoir, je sais pas, j'en sélectionne un au pif. Il me met déjà si ça va bien. Si ça va pas, là il me dit que ça va pas trop, c'est jaune. Il me dit direct qu'il y a des problèmes de retransmission. Si je clique dessus, je vais pouvoir avoir tout le chemin d'accès au réseau jusqu'à Internet, donc la qualité du canal, de la borne, les switches qui sont traversés, s'il y a des soucis quelque part sur le chemin. Et à chaque fois, je peux cliquer n'importe où, même si je clique sur un switch, voilà, on aura les infos propres au switch, les performances du switch, le détail des ports, etc. Et la particularité de cette nouvelle version, il y en a deux. Il y a déjà qu'on peut retrouver l'état du réseau tel qu'il était jusqu'à 90 jours antérieurs. Par exemple, là, en temps réel, on a 21 équipements actifs, 30 clients connectés. Si je clique il y a 7 jours, et je prends, je sais pas, là, le 21 septembre, là, je vois qu'il y a du rouge à 11 heures. Hop. Il m'indique direct comment était le parc à ce moment-là, avec les 29 clients qui étaient connectés à ce moment-là. Le problème du 5 GHz à ce moment-là. Donc on a vraiment cette vue du statut du réseau tel qu'il était dans le passé, qui est très importante, qui est très intéressante. Et on a aussi les insights
qui sont mieux présentés, je trouve. Donc les insights, c'est qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc sans nous-mêmes superviser le réseau, on clique dessus et il va nous dire directement mise à jour des points d'accès. Par exemple, à Londres, il nous dit qu'on a 2 bornes AP335 en telle version et 4 autres mêmes modèles dans une autre version qui souffrent de vulnérabilité. Donc là, il y a un risque pour la sécurité informatique. Il faut les mettre à jour. Voilà. Il va nous dire, pareil pour les switches, pour les gateways, il va nous dire qu'il faut mettre à jour. Que si on active simplement le Wi-Fi 6, donc on a déjà des bornes Wi-Fi 6, mais peut-être que la norme est désactivée, juste le fait de l'activer, on va gagner 33% de performance sur ces clients. Bon, ça, ce sont des sons du ici, mais 9% de performance pour tous les clients Windows. Il nous dit bien qu'on n'a aucun client qui a été détecté qui est incompatible avec cette norme. Activer le WPA3 pour plus de sécurité. Power Save Recommendation. Par exemple, ici, il nous dit que en ayant étudié le site pendant des mois et des années, il a remarqué qu'il y a 113 heures par semaine où la borne n'a pas de client à gérer et du coup, elle peut être mise en veille. Et donc, on peut gagner 20% d'énergie pour cette borne et il nous indique la consommation annuelle économisée, 86 kWh. Et comment procéder à la mise en place de cette bonne pratique. Donc, il nous dit juste activer la fonction, on fait view et il nous montre comment faire. Voilà, donc on a ces insights, je trouve, qui sont très parlants. Donc même pour un novice, que ce soit pour un ingé qui va plus se focaliser sur les tout petits trucs et passer à côté de ces choses importantes, ou pour un client qui sait juste pas si son parc tourne bien, ces insights sont vraiment très bons. Voilà pour cette présentation.